Bonjour à tous, donc je m'appelle Jules, je suis programmeur d'outils, comme l'a précisé à l'instant à Midgar Studio. On va être ensemble pendant, je pense, 30-35 minutes le temps de la présentation, puis après des questions. Et je vais vous parler de mon métier donc de programmeur d'outils à Midgard, de mon parcours et des métiers de la programmation en général. Alors je vous rassure, c'est pas du tout une conférence qui se veut technique, hein. Je rentrerai pas du tout dans ce genre de choses. Le but, vraiment, c'est de voir un peu l'éventail de ces métiers, de comprendre un peu en quoi ça consiste, de voir qu'il y a beaucoup de métiers divers dans la programmation dans le jeu vidéo. Et puis, à la fin aussi, je vous expliquerai comment s'y préparer, si c'est des métiers qui vous intéressent, qu'est-ce que vous pouvez faire pour potentiellement accéder à ce type de métier. Donc, on est parti. Hop. Donc, Midgar Studio, le studio où je travaille actuellement, c'est un studio français qui est basé à Montpellier, de 35 personnes, euh, qui a déjà sorti un jeu avant que j'arrive, Edge of Eternity, qui est un JRPG. Donc les JRPG, ce sont des jeux au tour par tour ou d'action, euh, où on incarne un personnage généralement dans un univers médiéval fantastique, à inspiration japonaise. Donc direction artistique qui a surtout inspiré du Japon. Et actuellement, je travaille sur un projet non annoncé, donc sur lequel je ne peux pas vous donner de détails puisque j'ai signé un contrat qui indique que je ne communiquerai pas assez au sujet de ce projet, puisqu'on ne l'a pas encore annoncé, et on l'annoncera relativement bientôt au grand public. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que c'est un projet qui sera dans la même veine que le jeu précédent, mais la taille sera différente puisque l'équipe a énormément augmenté. Et du coup, on sera sur quelque chose de beaucoup plus conséquent. Je vais vous montrer quelques images du jeu précédent, que vous puissiez un peu visualiser à quoi ressemble ce qu'on fait à Midgar. Donc là, j'ai mis deux images d'environ et je vais vous montrer un extrait de la bande-annonce ensuite. Donc on est dans un monde en 3 dimensions, encore une fois, inspiration japonaise sur le moteur de jeu Unity. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un jeu qui a été développé par 8-10 personnes. Donc on est vraiment sur une toute petite équipe française, ce qui est assez rare pour des jeux de cette taille. Donc le jeu a pris beaucoup de temps à être développé, il a pris 8 ans. Et moi, ça fait partie des choses qui ont fait que Midgar m'a aussi intéressé, c'est que avec une si petite équipe pour des jeux de cette taille, puisque c'est un jeu à monde ouvert, ça implique des connaissances techniques assez élevées et des profils de très bonne qualité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai été intéressé par ce studio. Pour vous en montrer un petit peu plus, j'ai prévu la bande-annonce qui va commencer vers la fin, comme ça je vous assomme pas avec 1 minute 30 de bande-annonce. This time, I can do something. This time, I can save everyone. Donc voilà, c'était le jeu précédent du studio. Moi, je suis arrivé au moment où ce jeu-là était déjà sorti, mais qu'il y avait de la maintenance dessus. Et je travaille du coup sur le prochain projet du studio. Le jeu a plutôt bien fonctionné et a permis à Midgard d'être racheté par la boîte Nacon, qui est du coup une boîte qui possède des studios de jeux vidéo un peu partout en France. Et l'avantage que ça a, c'est que du coup, on a pu avoir un budget conséquent, on a pu augmenter la taille des équipes, voilà, ça a plein d'avantages. Donc ce n'est plus un studio indépendant, mais par contre, c'est un studio voilà, dans lequel on a la sécurité de l'emploi, on sait que voilà, il y a une équipe derrière nous, on a donc des producteurs qui sont en Acon, qui nous accompagnent dans le développement du jeu. Et alors, je ne vais pas vous en montrer davantage sur le projet actuel, mais on est un peu dans la même veine, avec encore une fois un niveau beaucoup plus poussé euh, pour le projet suivant. Hop, alors, tac. Ok. Sur mon parcours, donc moi j'ai fait un bac littéraire. Je pense que ça va surprendre pas mal de gens, mais vu que maintenant je fais de la programmation tous les jours, mais j'ai fait un bac L. À l'époque, voilà, je préférais tout ce qui était littérature, puis j'aimais pas non plus énormément l'école, donc c'était pas mon truc. Euh, et ensuite, j'ai travaillé un petit peu et j'ai commencé l'ESMA jeux vidéo. J'avais à l'époque aucune idée de dans quel métier spécifiquement du jeu vidéo je voulais aller, hein. J'aimais bien jouer évidemment, mais surtout j'aimais bien analyser les jeux. Souvent quand je jouais à des jeux, j'aimais bien décomposer ce qui se passait dans le gameplay, tout ça, essayer de comprendre pourquoi c'est un bon ou un mauvais jeu. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et à la fin de l'ESMA, donc à la fin de ma 3e année, j'ai trouvé un stage à Midgar Studio en programmeur gameplay.
Et à la fin de ce stage, j'ai été renouvelé en CDI et je suis resté en programmation gameplay pendant à peu près 1 an. Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est la programmation gameplay, pas de souci, je le détaillerai un peu ensuite. Et depuis quelques mois, je suis programmeur d'outils, donc tools programmeur. C'est-à-dire, en fait, je vais programmer des outils, des logiciels ou des extensions de logiciels qui vont permettre à mon équipe de faire le jeu de la meilleure qualité possible et de faciliter leur travail. À la fin de mes études à l'ESMA Toulouse, dans la section game, on a sorti en équipe le jeu Before Dusk avec plein d'autres. D'ailleurs, sur Before Dusk, donc vous avez des images ici, qui est un jeu où on incarne une poupée vaudou qui doit résoudre des énigmes en se servant de sa capacité de poupée à transférer les choses qui lui arrivent, puisque c'est une poupée vaudou. Et sur ce jeu, il y avait avec moi Benjamin Baptiste, qui est actuellement environnement artiste à Midgard Studio, donc qui a été recruté 3 mois après moi, et qui notamment, sur son portfolio, avait notre jeu de fin d'études, qui est un jeu stylisé. Donc, et comme à Midgard Studio, on fait des jeux très stylisés, avec une empreinte graphique très forte, ça a plu à notre lead artiste de l'époque, qui a décidé de recruter Benjamin. Donc voilà, je suis très content de pouvoir continuer à travailler avec lui, parce que c'est un super chouette camarade. Et voilà, ça me fait très plaisir que je sois avec un camarade de promo à Midgard. Ce que je fais aussi, là je vous présente un petit peu les choses sur lesquelles j'ai pu travailler et que je peux vous montrer, parce que comme je vous l'ai dit, mon projet actuel, je ne peux pas donner beaucoup de détails, donc je vous présente d'autres choses sur lesquelles j'ai travaillé. Sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, j'ai sorti 2 plugins. Donc ça va être des extensions du moteur qui rendent le travail plus facile. Alors c'était il y a un petit moment, donc c'est des petites choses, hein, c'est des petits projets que j'ai fait pour commencer à apprendre la programmation d'outils. Donc ce sont des outils qui permettent par exemple de placer ce qu'on appelle des colliders, c'est-à-dire des choses qui vont empêcher le joueur de sortir de la carte plus facilement. Voilà, c'est des petits outils comme ça que j'ai fait pour m'entraîner et qui sont disponibles actuellement sur la boutique du moteur. Donc c'était un chouette exercice et ouais, c'est un de mes projets relativement récents. Et en ce moment, je travaille sur un moteur de jeu maison. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on développe des jeux vidéo, on utilise donc un logiciel commun, le moteur de jeu, qui va permettre de ne pas recoder tout à chaque fois et d'avoir une base avec laquelle on peut développer le jeu. Donc, l'une des particularités des moteurs de jeu, c'est surtout le moteur graphique. C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un moteur de rendu. On va pouvoir afficher des images dans un univers en 3D. Et donc sur mon moteur de jeu maison, je fais ce genre de choses. Donc là, vous pouvez voir des images de mon moteur. Alors c'est pas encore hyper joli, mais il commence à y avoir des choses un peu intéressantes. On peut voir des réflexions, on peut voir qu'il y a plusieurs types de lumière qui peuvent teinter les objets, etc. Donc ouais, c'est un très chouette projet sur lequel je suis très content de bosser sur mon temps perso. Et ça fait partie des choses qu'on peut être amené à faire aussi, hein, en tant que programmeur dans le jeu vidéo. Il n'y a pas seulement programmer le jeu, il y a aussi programmer le moteur de jeu, ce qui peut être vraiment passionnant parce que c'est des gros défis techniques. Alors pour ce qui est de travailler dans le jeu vidéo, un point un peu général sur l'état de l'industrie, c'est que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup d'écoles, donc il faut le savoir, il faut être armé, il faut venir préparer avec cette idée-là en tête, parce que c'est un secteur là où il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, surtout en junior, donc ça va être les premières années d'expérience. Il y a beaucoup de monde. Mais en France, on a une chance, c'est qu'on a quand même beaucoup d'entreprises. On a beaucoup de studios, on a de tout en plus. On a des studios indépendants, on a des studios AA et AAA. Donc AA, ça va être des projets avec des budgets de quelques millions d'euros, 10, 20, etc. Et AAA, on va être sur des budgets très très importants, des très grosses équipes, 200, 300, 500 personnes, avec des studios emblématiques comme Ubisoft, évidemment, en France. Mais ce qui est très bien, c'est qu'on a aussi voilà, d'autres types de studios. Donc Midgard, qui du coup était un studio indépendant et qui est devenu un studio AA, c'est un bon exemple aussi du fait qu'il y a des studios qui sont en forte croissance en France et donc qui recrutent beaucoup. Et ça, c'est une chance qu'on a et voilà, donc ça a beau être un secteur très concurrentiel, il y a des opportunités qui existent en France. Il y a du recrutement, il y a des boîtes. Donc c'est un secteur qui est très vivant, en particulier dans des villes comme évidemment Paris, Montpellier, Lyon, Bordeaux. À Toulouse, on a quelques boîtes aussi, des studios indépendants. Donc c'est très chouette d'avoir tout ça en France. Et le dernier point que je vais aborder sur ce sujet de qu'est-ce que c'est que travailler dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de métiers différents. Faire un jeu, c'est un travail collectif. Un jeu, c'est un outil technologique très complexe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans un jeu vidéo. Et pour arriver à ce niveau-là de
de qualité, on a besoin de beaucoup de monde, et notamment de beaucoup de programmeurs. Ce sont des métiers qui sont techniques, spécialisés, et qui sont nombreux, qui sont très divers. En fait, quelle que soit la chose que vous aimez, vous pouvez trouver un truc dans le jeu vidéo qui va vous parler, que ce soit le son. On a besoin d'audio dans un jeu. Donc si des gens sont intéressés par l'audio, que ce soit par programmer l'audio ou par réaliser des sons, il y a des métiers pour ça. Que vous soyez intéressé par la 2D, la 3D, on a besoin de tout. Donc en fait, c'est pour ça que travailler dans le jeu vidéo, c'est pas un métier en soi. Faire des jeux, à moins que vous fassiez des jeux tout seul, et dans ce cas, respect parce que c'est très dur. Normalement, travailler dans le jeu vidéo, c'est un métier spécialisé, et il y en a plein. Il y en a vraiment je pense pour tous les goûts, il y a beaucoup de choses différentes, très très sympas, des choses auxquelles on ne pense pas forcément au début, et en fait des métiers qui peuvent s'avérer vraiment passionnants, même si parfois ils sont très spécialisés, et que le point commun de tous ces métiers, c'est qu'ils sont techniques. Ils demandent de mettre les mains dans l'ordinateur, de passer du temps derrière des logiciels, de comprendre un minimum comment un ordinateur fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire avec, pour pouvoir faire des jeux de la meilleure qualité possible. C'est vraiment le point commun, je pense, de tous ces métiers, c'est qu'il faut quand même s'intéresser un peu à comment on propose une expérience de jeu chouette avec l'outil qu'on a en main, que ce soit PC, console, comment on arrive à faire partir cette idée qu'on a en tête en un produit fini. Et pour ça, il y a beaucoup de métiers, dont de nombreux métiers de programmation. Donc là, j'en ai listé quelques-uns qui sont les métiers principaux qu'on va trouver dans le jeu vidéo. Vous avez gameplay programmeur, tools, engine, tools et les programmeurs spécialisés. Je vais aller un tout petit peu plus dans le détail ensuite de gameplay, engine et tools. Mais je tenais juste à montrer ce champ parce qu'il y a beaucoup de métiers. Plus vous allez aller dans des gros studios, plus votre métier sera spécialisé. C'est-à-dire dans les petits studios, comme on est peu nombreux, il faut des gens qui touchent un peu à tout. On peut avoir des gens qui font un peu d'outils, un peu de gameplay, etc. Et dans les gros studios, vous allez pouvoir vous spécialiser et ne travailler que sur un seul de ces domaines. Et même dans ces domaines-là, il y a des sous-domaines très spécifiques, notamment dans la programmation moteur. Un moteur de jeu, c'est vraiment un objet technologique très très complexe, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à coder. Et donc il y a plein de métiers très divers. Et un des intérêts de la formation de l'ESMA, par exemple, c'est que c'est une formation généraliste qui va vous ouvrir à plein de choses sur comment on fait un jeu. Donc moi, c'est vrai, quand je suis arrivé là-bas, j'avais pas de goût spécialement pour la programmation, etc. Et c'est vraiment en faisant mon jeu de fin d'année, déjà j'ai eu un premier petit déclic quand j'ai dû faire le code de mon jeu de fin de première année. C'était déjà à ce moment-là, j'ai passé un très bon moment, j'ai vraiment adoré ça. Et en deuxième année, quand j'ai commencé à faire la spécialisation prog, là c'est là que j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Et c'est que après que je me suis rendu compte que derrière ça, il y avait encore des choses très diverses avec plein de métiers différents et vraiment très variés, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses très très chouettes à faire dans la programmation pour peu qu'on aime bien ça. Donc sur le programmeur gameplay, qui est un peu le truc le plus évident à se visualiser, c'est la personne qui va coder le jeu et les mécaniques de jeu. Ça va être tout un tas de choses. Si vous codez, je sais pas, Tetris, ça va être le fait que les blocs tombent. Ça va être comment ils tombent, pourquoi on peut les tourner, en appuyant sur quel bouton. Tous ces trucs-là, il faut les coder à un moment, il faut que ça existe dans l'univers virtuel, et c'est pour ça qu'on a des programmeurs gameplay qui, eux, vont implémenter les mécaniques de jeu en elles-mêmes en utilisant le moteur de jeu. Du coup, ils vont se servir du moteur pour arriver à faire des petits jeux. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà fait des petits jeux sur des petits moteurs, genre RPG Maker ou quoi, ou même sur Unity, etc. Voilà, c'est en utilisant la base du moteur que vous allez pouvoir créer des expériences de jeu. Et j'ai mis que on travaillait sur les 3C. Alors les 3C, Character Camera Control, c'est trois notions très importantes dans un jeu. Alors il y a des jeux qui n'ont pas forcément de contrôle de personnage, les jeux de gestion, mais ces trois piliers sont quand même présents dans beaucoup de jeux, et ça fait partie des choses sur lesquelles les gameplay programmeurs travaillent beaucoup. Donc par exemple, Character, ça va être les déplacements du personnage. Si vous jouez à Titanfall, donc Titanfall qui est un jeu de tir à la première personne, où les déplacements sont hyper importants, vous pouvez courir, marcher sur les murs, sauter, etc. Tout ça, ça doit être codé, ça doit être testé, et ça doit être amélioré, débugué, etc. Et c'est fait par les programmeurs gameplay. Donc c'est vraiment un rôle qui est très divers, sur lequel vous pouvez travailler sur plein de choses différentes, et sur lequel vous allez vraiment travailler main dans la main, comme j'ai mis ensuite avec les game designers. Donc pour être gameplay programmeur, qu'est-ce qu'il faut savoir faire, qu'est-ce qu'il faut aimer aussi, parce que il y a plein de choses pour lesquelles il faut avoir un certain goût. Déjà, il faut évidemment avoir de l'aisance en programmation. Donc l'aisance en programmation, ça va être, là j'ai mis quelques exemples de langage ou de façon de coder, donc C++, C# et Visual Scripting, ça va être les éditeurs qu'on a comme sur Unreal,
les blueprints par exemple, qui sont une manière de coder avec des représentations visuelles. Mais ça, effectivement, c'est un truc très important. Donc, il faut avoir les fondamentaux de la programmation, il faut avoir des compétences en algorithmie. Ça va être vraiment savoir comment faire en sorte que le programme informatique qu'on écrit ait le comportement qu'on souhaite qu'il ait. Donc, ça, c'est vraiment le truc de base. Bon niveau en maths, parce que la programmation gameplay, il y a vraiment besoin des mathématiques régulièrement. Quand vous allez, par exemple, je sais pas, si je veux me refaire un petit Mario chez moi, je vais devoir gérer la façon dont Mario saute et dont il atterrit après son jump. Bah, ce sont des connaissances un peu en physique, en maths, etc. Pas besoin d'avoir un niveau extrêmement élevé, c'est-à-dire que si vous avez fait bac S et que vous êtes allé jusqu'au bac, vous avez vraiment les fondamentaux dont vous avez besoin. Il y a peut-être des fois où vous allez tomber sur des problèmes un peu plus velus, même ça va vous arriver, et à ce moment-là, il faudra vous replonger un peu dans les maths. Mais c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas besoin d'être mathématicien, hein. Il n'y a pas besoin de savoir résoudre des équations avec des lettres grecques dans tous les sens. Voilà, c'est pas nécessaire, clairement pas. Et la preuve, c'est que je suis là devant vous alors que j'ai fait un bac L. Donc c'est vous dire le niveau que j'avais en maths quand j'ai commencé. C'était catastrophique, mais voilà, tout s'apprend, tout se rattrape. Et voilà, donc il n'y a pas besoin d'un excellent niveau, il y a besoin de se sentir à l'aise en fait, d'aimer pratiquer, d'en faire un minimum et de ne pas en avoir peur surtout. De se dire, ok, si à un moment il faut passer par des maths, ben, je vais regarder sur Internet comment on peut s'y prendre. Voilà. L'intérêt pour le game feel, c'est le fait d'aimer se mettre à la place du joueur, manette en main. C'est un truc très important pour les programmeurs gameplay. Parce qu'en fait, ils vont donner vraiment les sensations de jeu. Les game designers vont nous dire si on fait un jeu de combat et qu'on veut que ce soit hyper nerveux, rythmé, rapide, hyper violent. Bon, les designers vont venir voir les programmeurs gameplay, leur expliquer ce genre de principes un peu du jeu, fondamentaux. Et les programmeurs gameplay, ça va être à eux de coder ce comportement. Mais du coup, il faut qu'ils aient quand même un goût pour le game design et pour la conception de jeu. Donc pour le fait de se dire, ok, mais si je lance le jeu manette en main, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si je fais un jeu de voiture? Est-ce que la voiture, j'aime bien comment elle file? Est-ce que quand je tourne, quand je freine, c'est intéressant? Oui, non, il faut aimer ce genre de travail. Ça veut dire des fois faire et refaire jusqu'à ce que si tu fais un jeu de voiture, ton dérapage il soit parfait, qu'il ait exactement la sensation que tu veux. Enfin, c'est un travail comme ça où il faut aimer aussi jouer, il faut aimer prendre la manette, tester. C'est un truc super important pour les gameplay programmeurs et qui est vraiment une qualité indispensable, quoi. Faut aimer les jeux, quoi. Faut peut-être aussi jouer un peu à des jeux, tester des jeux pour voir ce qui nous plaît. C'est assez important. Les gameplay programmeurs, ils vont, comme je vous l'ai dit, ils vont discuter avec les designers, donc les gens qui vont concevoir les règles du jeu. Et ils vont discuter aussi avec les VFX et les SFX, alors ceux qui font les effets spéciaux, parce que la prog gameplay, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cet axe sur le game feel, sur les sensations de jeu. Et ce qui va renforcer les sensations de jeu, ça va être tous les effets spéciaux. Ça va vraiment faire partie de ce qui donne aux joueurs, par exemple si on fait un jeu de combat et qu'on met un coup, on veut sentir que le coup il passe. On veut que le joueur il sente qu'il a bien mis un coup, qu'il a bien fait des dégâts. Et pour ça, on va avoir plein de retours visuels. Si je mets un truc d'impact, un coup, une explosion, etc. Donc les programmeurs gameplay vont travailler très souvent avec les VFX et les SFX en réfléchissant à quel moment on met l'impact, quelle intensité, comment je peux faire en sorte que ça marche bien entre le code et l'effet spécial. Donc c'est vraiment une clé des gameplay programmeurs, et de toute façon de manière générale, comme je vous l'ai dit, le jeu vidéo c'est une œuvre collective. Le fait de savoir communiquer avec tout le monde, c'est juste hyper important. De savoir mettre de côté des différents pour juste avancer ensemble, tout ça c'est très très important. Et avec les designers et les VFX, SFX, quand tu es prog gameplay, tu vas beaucoup échanger. Donc il y a vraiment besoin que la communication soit fluide. Et puis savoir débugger. Ça c'est un peu vrai pour tous les programmeurs. Mais prog gameplay, il va y en avoir passer des bugs. Vous allez en voir votre personnage qui s'envole, l'écran qui devient noir, le jeu qui crash, etc. Vous allez en voir beaucoup si vous êtes prog gameplay, et prog en général d'ailleurs. Mais du coup, c'est important de ne pas paniquer et de savoir quoi faire, comment tester, à quel moment j'ai changé quelque chose dans le code qui fait que maintenant le jeu marche plus. Donc voilà, ça c'est hyper important. Le débugage, c'est un truc qui a l'air pas passionnant de prime abord, qui des fois l'est pas, hein. Des fois c'est très chiant. Mais des fois ça peut être aussi assez intéressant parce que vous allez devoir enquêter sur qu'est-ce qui cause le problème, remonter la piste de mais comment j'en suis arrivé à ce que quand j'ouvre une porte, le monstre qui est à 3 km, il explose en fait. Parce que des fois vous allez avoir des bugs comme ça. Et là je peux vous dire que c'est un jeu de piste pour remonter le fil des indices qui vous dira ok mais en fait c'est quand j'ai changé tel truc à tel endroit,
de cause et de conséquence, ça a pété le jeu. Donc ça, bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas de débugger, mais faut savoir le faire. Et des fois, c'est pas le truc le plus fun. Pour ce qui est des programmeurs outils, donc tools, donc ce que je fais actuellement à Midgar, on va pas coder pour le joueur, nous, enfin, on code indirectement hein, pour le joueur toujours, mais nous, notre objectif, ça va pas être d'écrire le code que le joueur va voir directement. Ça, c'est le code du jeu. Nous, notre but, ça va être d'écrire du code qui va permettre aux membres de l'équipe de travailler plus efficacement. Si on travaille sur un environnement dans lequel on va avoir beaucoup de végétation, on n'a pas envie que les artistes y posent des arbres un par un dans le niveau. Alors les moteurs de jeu ont souvent des outils préfaits, mais peut-être que nous on veut un outil personnalisé qui pose des arbres d'une certaine façon. Bon bah à ce moment-là, il va falloir qu'un programmeur outil s'y colle et qu'il fasse en sorte que les arbres se placent tout seuls au bon endroit. Ce qui va faire gagner du temps à tout le monde et de l'énergie et de la santé mentale à nos précieux artistes qui n'ont pas envie de placer des trucs un par un. Donc c'est un exemple d'outil, mais il y en a plein d'autres. Il peut y avoir des outils dans tous les domaines, de narration, d'audio. C'est un truc que j'aime beaucoup. C'est aussi pour ça que j'ai mis à la fin, mais que j'ai fait de la programmation d'outils, c'est que tu travailles avec tout le monde quand tu fais des outils. Tu peux, à un moment, l'équipe animation, elle te demande un outil. Bah, du coup, tu vas devoir apprendre un petit peu, ouais, ok, quel logiciel ils utilisent, comment ils font pour faire des animations, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut faire en sorte que ça soit plus facile pour eux. Et moi, je trouve ça super cool de pouvoir régulièrement m'intéresser à des sujets complètement différents. C'est ça qui est top avec la programmation d'outils, c'est que vraiment, vous allez passer d'un sujet à l'autre, mais alors très très vite, quoi. Des fois, vous faites un petit outil, ça vous prend une semaine, 2 semaines, vous passez sur un autre sujet, et puis le truc n'a rien à voir. Je vous dis ça, c'est à Midgar parce que je suis le seul programmeur outil, donc je dois faire tous les outils. Peut-être dans des très gros studios, vous allez être spécialisé dans, je sais pas moi, les outils de collision, et vous allez manger des outils de collision toute la journée, et peut-être que vous allez adorer ça. Mais c'est des rôles plus spécialisés. En tout cas, ce qui est cool, c'est que dans les petits studios, quand vous faites des outils, vous faites plein de trucs. Et c'est toujours intéressant, je trouve, d'apprendre le métier des autres. Aussi de savoir en gros comment ils travaillent et comment on peut les aider à travailler mieux, à avoir des trucs moins fatigants à faire, pousser la qualité du jeu plus loin parce que vous allez leur améliorer leurs outils de travail, quoi. Donc c'est très chouette. Puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, si vous faites un truc qui bug, au lieu de devoir attendre la sortie du jeu pour vous faire engueuler par le joueur, vous pouvez vous faire engueuler directement par votre collègue. Et ça simplifie le truc, c'est de face à face, quoi. Donc c'est bien. Moi, des gens qui viennent dans mon bureau qui me disent l'outil que tu m'as fait là, il fait cracher mon moteur en fait. Ah, oh, très bien, je m'en occupe. Et tu peux pas esquiver, hein. Là tu es obligé. Le mec il est en face de toi, tu fais oui, oui, d'accord. Okay. Donc c'est un autre aspect qui est bien, c'est que tu peux, voilà, tu peux avoir des feedbacks en temps réel. Non mais c'est très très cool. Et puis voilà, tu parles à plein de gens. Moi j'aime beaucoup ce rôle. Pour se préparer du coup à tous ces métiers-là, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire si ce sont des métiers qui vous intéressent, qui vous parlent. J'ai mis que la curiosité c'est très important. Là ce matin j'étais avec les 3e années de l'école et il y en a un, je crois, qui m'a demandé qu'est-ce que c'est un bon programmeur junior. Donc c'est un programmeur qui n'a pas encore d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui fait que c'est un bon programmeur du coup, puisqu'il n'a pas encore d'expérience? Et ce que je lui ai répondu, c'est que je pense qu'un programmeur junior, un bon programmeur junior, c'est évidemment pas quelqu'un qui sait déjà tout faire. Ça n'a aucun sens. Mais c'est quelqu'un qui a de la curiosité et à qui tu vas pouvoir dire, ok, ben écoute, la caméra de notre jeu, est-ce que ça t'intéresserait de l'améliorer ou même de la faire s'il n'y a pas encore de vraies caméras développées, etc. Et que le programmeur junior, il va dire, ouais, ok, je ne sais pas encore comment faire, parce que j'en ai jamais fait, parce que je suis junior. Mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'apprendre à le faire. Ça m'intéresse, faut aimer chercher, quoi. Faut aimer chercher, faut aimer aller sur Internet, regarder des exemples, essayer des choses. Je pense que c'est vraiment la qualité indispensable d'un programmeur junior et d'un junior en général, hein. De toute façon, ce qu'on attend d'un junior, ça n'est pas d'être déjà excellent. Sinon, on recrute un senior. Ce qu'on attend d'un junior, c'est qu'on va l'accompagner, on va le former. Donc on n'attend pas de lui qu'il sache tout faire, qu'il soit parfait. On attend de lui qu'il ait de la curiosité, qu'il ait de l'énergie, qu'il soit à force de proposition, ou que voilà, il soit curieux en fait, tout simplement. Donc ça c'est un truc qui est important. Si vous avez envie de faire un petit jeu, vous avez des idées de gameplay et vous avez envie d'essayer de le coder, lancez-vous. Au pire, ça marche pas, ça bug, et puis vous demandez à quelqu'un, ouais, toi, t'as déjà fait un truc comme ça, comment t'as fait? Enfin voilà. Mais oser le faire, oser se lancer, c'est un truc les plus durs en programmation parce que c'est un domaine qui peut être assez opaque de l'extérieur. Quand on ne connaît pas la programmation, on voit des lignes de code, alors c'est du texte vaguement écrit en anglais, mais il y a des chiffres au milieu. C'est bizarre ce machin. Mais en fait, une fois qu'on commence à un peu savoir parler cette langue, ça devient vraiment très très fun et ça peut être aussi beaucoup plus créatif que ce qu'on pense.
Les métiers techniques, souvent, sont un peu opposés aux métiers créatifs. Pour moi, à tort, parce que je pense qu'un programmeur qui a des super idées très originales, il fait aussi quelque part un métier un peu créatif, quoi. Sachant qu'en plus, il y a des ponts, hein, entre les métiers artistiques et les métiers techniques, puisque vous le savez peut-être, mais il y a un rôle qui s'appelle tech art. Ça va être un programmeur qui va coder des effets visuels avancés et complexes que les artistes ne peuvent pas forcément faire solo. Et du coup, c'est un job où tu fais de la programmation et du graphisme. Donc on peut mixer les deux, et c'est d'ailleurs un boulot que je trouve super. Moi j'en fais un tout petit peu du tech-art des fois quand j'ai la foi, pas à Midgar, hein, parce que je sais pas le niveau, mais voilà, chez moi je fais des petits bidouillages, des trucs comme ça, et enfin c'est super quoi. Franchement, arriver à faire des belles images rien qu'avec du code, c'est quand même, c'est quand même vraiment chouette quoi. Donc voilà, c'est pas un métier purement technique où vous allez bachoter et vous allez jamais pouvoir apporter votre touche d'originalité quoi. Il y a vraiment, moi des fois je vois des gens qui codent un truc d'une manière à laquelle j'avais pas du tout pensé, et ça me fait le même effet que quand je vois un enviro super original ou un truc comme ça quoi. Mais après encore une fois, il faut arriver à d'abord passer la barrière de la langue quoi, c'est-à-dire parler le langage de programmation en question quoi. J'ai mis aussi qu'il fallait réviser ses maths, mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez important hein, de réviser ses maths. Encore une fois, ça peut se faire vraiment tranquillement. Moi, quand je suis arrivé, même au début de la troisième année de l'ESMA, j'étais vraiment pas très bon en maths, hein, mais vraiment pas très bon. Juste en un an, je me suis rendu compte que voilà, j'avais un peu cette lacune-là, ça me bloquait sur des problèmes de prog et tout. Et je les ai révisés tranquillement, quoi. En prenant mon temps, j'ai demandé à des potes qui étaient forts en maths aussi dans ma promo, et ça s'est fait tout seul, quoi. Franchement, c'est pas insurmontable quand vous avez envie de le faire, quand on le fait avec motivation. Parce que moi je détestais les maths au lycée, mais parce que j'avais pas envie de le faire. Mais voilà, maintenant j'aime beaucoup, mais parce que j'ai une vraie motivation. Et puis aussi les maths c'est vaste, hein. Il y a des maths que j'aime pas du tout. Il y a des maths qui m'intéressent pas. Il y a des maths qui m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses vecteur, matrice, algèbre linéaire, parce que c'est trois domaines très importants quand vous faites du jeu vidéo. Le jeu vidéo, généralement ça se passe dans un univers en 2D ou en 3D, qui est du coup représenté dans le code via des vecteurs, via des matrices, etc. Donc c'est quand même important. Voilà, ça a l'air assez opaque comme ça l'est pas tant que ça une fois qu'on pratique en fait. En théorie, c'est compliqué de se visualiser, mais quand vous avez la chose sous les yeux et que vous l'utilisez tous les jours ça devient un outil en fait. Ça devient un outil que vous pouvez utiliser. Vous avez un problème, hop, vous dites ah oui ok, avec une matrice je peux transformer la position comme ci comme ça, et ça devient aussi naturel que voilà, d'utiliser vos clés pour rentrer chez vous quoi. C'est un outil. Ça vous permet d'accéder à des choses que vous ne pourriez pas faire sans. Et donc c'est super chouette quoi. Enfin moi je trouve que ça vraiment ça peut être très intéressant quoi. Et évidemment le dernier c'est s'intéresser au fonctionnement d'un ordinateur. J'ai mis un minimum parce qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser en détail, surtout aujourd'hui. On est en 2024, donc la programmation a quand même, existe depuis maintenant un petit moment, et elle est plus aussi ardue et aussi opaque qu'elle l'a été au début. Voilà, les 0 et les 1, c'est fini depuis très longtemps. C'est voilà, maintenant sur des langages encore une fois qui sont écrits en anglais. Il y a même moyen de faire de la programmation via des représentations visuelles, comme je vous l'ai dit. Donc la programmation, c'est clairement pas aussi difficile d'accès que ça a pu l'être. Comprendre comment un ordinateur fonctionne, pas besoin de savoir concrètement comment chaque pièce de hardware fonctionne. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont assez bons en hardware pour connaître tout ça. Enfin, un ordinateur, c'est quand même un truc vraiment très très compliqué. Donc il ne s'agit pas d'avoir des connaissances hyper avancées. Il s'agit juste de s'y intéresser un peu, de savoir, d'avoir envie, mais de se dire, mais ok, comment ce truc que j'ai en face de moi, et ce tas de transistors, fait que j'ai un monde en 3D devant la tête, avec un soleil qui brille, machin, un perso qui peut sauter. Bon, il y a quand même un truc un peu bizarre qui s'est passé entre ça et ce qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Il y a un truc qui se passe entre, quoi. C'est la programmation. Et le travail des artistes, évidemment, qu'on salue. Mais voilà, il faut s'intéresser quand même un peu à ce truc-là. S'intéresser à la programmation en soi. Pas seulement au fait de programmer des jeux, même si ça peut être une super motivation pour apprendre la programmation. Mais c'est vrai que si vous voulez ensuite accéder à des métiers un peu plus spécialisés, il va falloir quand même s'intéresser à la programmation en soi, ce qui est tout un champ super intéressant. Il y a plein de choses en programmation. On sait faire plein de choses en code, on sait faire du réseau, on sait faire, on sait faire plein de choses. Je dis on, c'est pas moi, hein, c'est l'humanité en général. Moi, je sais pas. Mais voilà, donc il y a plein de sous-domaines. Et pareil, dans un jeu, des fois, vous avez besoin de réseau, des fois, vous n'en avez pas besoin. Enfin, voilà, c'est très vaste, mais il faut quand même avoir envie de s'intéresser à ces choses-là et de vouloir comprendre comment un ordinateur fonctionne. Même s'il ne s'agit pas d'aller dans le détail, il faut vraiment
Restez sur ce que vous savez faire, prendre le temps d'apprendre, c'est des matières qui sont très compliquées. Moi, le truc classique qui m'arrive encore évidemment aujourd'hui, hein, c'est je tombe sur un papier, un truc sur Internet, je lis, je comprends 10%. Ouais, c'est pas assez, je sais pas assez pour solutionner mon problème. Je relis, je comprends 20%. C'est mieux, mais bon, il y a quand même 80% du papier que je comprends pas, quoi. Et au bout d'un moment, alors j'essaye, machin, je bricole, le code marche. Et j'ai compris, je sais pas, 40 ou 50% de ce que j'ai fait, hein. Et je me dis, bon, bah, c'est pas ouf, je préférais quand même comprendre ce que je suis en train de coder. Puis je me dis, bon, bah, ça marche, je vais essayer comme ça. Puis je fais autre chose, mais complètement autre chose, hein. Je reviens dessus après, genre 6 mois, 3 mois, 1 an plus tard. Je relis le code et je comprends 90%. Et je sais même pas comment. C'est juste que le truc était opaque, puis là je le lis et puis je comprends. Je fais, ah mais oui, ok, c'était le truc, c'était le truc, c'était le truc. Et c'est comme ça tout le temps en programmation, il faut savoir être un peu dans cet état où tu comprends pas tout, mais t'acceptes, tu vas dire en mode ok très bien, je comprends pas tout, mais je comprendrai mieux plus tard, puis il y a aussi des sujets que tu vas finir par maîtriser, hein, que tu comprendras quasi totalement, et tant mieux. Mais il faut accepter ce truc d'avoir affaire à un domaine qui est très vaste, très complexe. Quand vous allez apprendre des choses en programmation, il y a énormément d'informations qui vont tomber dessus d'un seul coup, et il faut être capable de se dire ok, là c'est une phase où voilà, on me dit des phrases avec des concepts de programmation et tout, je comprends un mot sur trois. Sauf qu'en fait, 2 mois après, c'est 2 mots sur 3, et 3 mois après, vous pouvez l'expliquer parce que vous l'avez compris, quoi. Donc c'est vraiment un truc très important dans la programmation, c'est de ne pas être rebuté par le fait de ne pas savoir ou de ne pas comprendre. Parce que ça vous arrivera tout le temps, même un programmeur senior avec 10-15 ans d'XP, des fois il lit du code, et il me regarde et il fait « je comprends rien ». Il me dit « c'est bien simple, là, non ». Donc voilà, ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est un champ trop vaste. Et c'est tant mieux, ça fait que tu t'ennuies jamais en programmation, tu as toujours des trucs que tu n'as jamais fait. Donc je pense que j'ai un peu fait le tour de comment on pouvait se préparer au métier de la programmation. J'ai un peu oublié de parler de programmeur moteur, qui est un type de programmeur assez spécialisé pour le coup, qui du coup va coder le moteur de jeu. Ça se rapproche du programmeur outil, c'est-à-dire on développe vraiment le logiciel sur lequel on fait les jeux. Pareil, là il faut aimer la programmation, là pour le coup il faut vraiment aimer les maths. C'est un des jobs les plus techniques et les plus difficiles, parce qu'un moteur de jeu, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc ouais, il y a aussi ce métier que moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais un moteur chez moi, comme je vous l'ai montré au début, mais qui est un métier qui demande vraiment, pour le coup, là, d'aimer le code pour le code, quoi. Là, la question des jeux, elle s'éloigne de plus en plus. Mais, mais c'est vraiment des objets technologiques qui sont très, très, très intéressants, quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des métiers dont je voulais parler, donc ouais, gameplay, tools, engine, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on code finalement, de comment s'y préparer. Je ne suis pas rentré dans les détails de concrètement ce qu'on fait, hein, parce que je ne voulais pas vous assommer avec de la technique là, mais si vous avez des questions techniques ou quoi, ce sera avec grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, si vous avez des questions en général, surtout, n'hésitez pas. Ouais. Alors, la question qui m'est posée, je la répète pour les gens en live, hein, parce en fait, ils ont pas, toi, tu n'as pas de micro, donc ils t'entendent pas. Donc, je répète pour eux. Donc, la question qui vient de m'être posée, c'est sur notre projet actuel à Midgar, donc le projet non annoncé, sur quoi on code. Donc, j'imagine que tu voulais dire peut-être en quel langage ou sur quel moteur. Ah, mon moteur perso, mon moteur maison. Alors, mon moteur maison est en C++, qui est donc un assez vieux langage, très puissant, mais assez compliqué à apprendre. Et c'est le langage de la plupart des moteurs de jeu à ma connaissance. Enfin, là, de tête, j'en ai pas qui sont écrits dans un autre langage que le C++. Enfin, si vous voulez commencer par ça, allez-y, hein, mais voilà, il va falloir s'accrocher. C'est un langage qui est quand même assez difficile, mais qui est très puissant et qui permet de faire des programmes très performants. Donc, c'est pour ça qu'on le fait pour les moteurs de jeu. Donc ouais, c'est en C++. Et sinon, à Midgar, pour ceux que ça intéresse, on est sur Unreal, donc Unreal Engine 5. On n'est pas tout à fait sur le Unreal de base, c'est-à-dire qu'on a un peu modifié Unreal pour que ça corresponde à nos besoins. Donc c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est une version custom, c'est une version personnalisée du moteur. Voilà. Oui. Alors, la question qui m'est posée, c'est
sur la phrase on peut faire des jeux sans coder et est-ce qu'il vaut mieux passer par des études peut-être de programmation avant de faire des études de game design. Je pense que ça dépend de chacun. Pour le coup, je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre pour travailler. Ils ont besoin d'être encadrés, et donc c'est à ça que servent les écoles, c'est aussi à leur donner un cadre pour pouvoir travailler de manière structurée. Il y a des gens qui peuvent travailler par eux-mêmes, chez eux, voilà, tout seuls, et qui, eux, du coup, peuvent faire directement, je pense, une école de game design et apprendre le code en autodidacte, ce qui est un peu ce que j'ai fait moi. Moi, j'ai vraiment... Après, on avait des cours de prog à l'école, hein, mais je suis allé plus loin sur mon temps perso parce que j'aimais ça. Donc je pense que ça dépend vraiment des profils, ça dépend vraiment des gens. Après, si la personne sait déjà qu'elle veut faire de la programmation, elle peut effectivement d'abord faire un peu de prog avant de faire une école de game design. Voilà, ça dépend vraiment, je pense, des goûts de chacun et de chacun comment il se sent vis-à-vis de sa propre capacité à se cadrer, à travailler tout seul. Et je rebondis vite fait sur la phrase pas besoin de coder pour savoir faire des jeux. C'est très vrai aujourd'hui, hein, il y a plein d'outils qui permettent de ne pas, de faire des jeux sans coder. Et là, aujourd'hui, bon, moi, comme je suis programmeur, j'ai parlé des métiers de la programmation, etc. Mais oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, la programmation est beaucoup plus accessible. Et il y a un métier dont je n'ai pas parlé, mais qui est un peu à mi-chemin entre le game design et la programmation, qui est Tech GD. Donc GD, c'est game designer, c'est ceux qui vont concevoir les règles du jeu. Et Tech GD, ça va être un game designer, mais qui sait faire un peu de code et qui, du coup, va pouvoir faire des prototypes. Si, je sais pas, il a une idée de jeu en tête, il va pouvoir, lui, la faire tout seul sur un moteur de jeu. Comme ça, il va pouvoir tester son idée de jeu, la montrer à des gens, peut-être avoir des financements, etc. Enfin voilà, s'inscrire dans toute une démarche après de son prototype. Et ça peut être fait pour le coup sans code. C'est vraiment, aujourd'hui, il y a des outils très puissants qui permettent de faire des jeux et de faire des trucs très chouettes sans programmation, clairement. Oui. Alors du coup, deux questions en une. La première question, c'est est-ce que le changement... Donc c'était au sujet du fait qu'à Midgar, on est passé du moteur de jeu Unity à Unreal Engine 5. Donc double question. La première question, c'est est-ce que ça change quelque chose pour les programmeurs? Et la deuxième question, c'est pourquoi on a changé de moteur? Déjà, première réponse, évidemment, effectivement, ça change beaucoup de choses. Alors moi, j'ai tendance à penser que les fondamentaux de la programmation sont communs à tous les outils de travail. C'est-à-dire, quel que soit le moteur que vous allez utiliser, si vous savez coder en général, vous arriverez à vous faire la main. D'ailleurs, moi, je suis arrivé à Midgar, j'avais très peu d'expérience sur Unreal Engine 5, j'avais beaucoup d'expérience sur Unity, et il m'a fallu un mois d'adaptation pour comprendre ce qui était l'équivalent dans un moteur, dans l'autre. Donc, il y a des passerelles qui font que ça, c'est possible. Mais oui, effectivement, ça change quand même beaucoup de choses parce que les langages sont différents, puis parce que les moteurs aussi ont des philosophies différentes. Comment je peux expliquer ça en des termes assez simples, mais Unity a la philosophie de laisser les gens qui utilisent le moteur faire leurs propres outils. C'est aussi à destination peut-être de projets de moins grande échelle, alors que Unreal, sa philosophie, c'est des jeux de très grande échelle, et Unreal, vraiment, c'est un beau bébé, quoi. Il y a beaucoup de choses dans Unreal. Il y a beaucoup d'outils, et la philosophie d'Unreal, c'est que tu veux faire quelque chose, Unreal a un outil pour ça. Et c'est deux philosophies complètement différentes. Unity va encourager les gens à développer leurs propres outils internes, Unreal un peu moins. Alors on peut faire des outils sur Unreal, parce que voilà, moi j'en fais tous les jours, mais c'est plus difficile par exemple, c'est moins encouragé par le moteur pousse plus à utiliser les technologies internes. Et du coup, deuxième question sur ce qui a motivé le changement. Alors moi je ne sais pas exactement, je suis arrivé une fois que la décision était prise, mais on m'a quand même expliqué un petit peu. Étant donné que la taille du projet était quand même assez importante, et que... on avait envie de pouvoir pousser l'aspect graphique très loin. On savait qu'en plus, Unreal Engine 5, sur l'aspect rendu, est quand même un moteur qui est particulièrement puissant pour les artistes. Après, c'est comme tout outil, hein, ça dépend de ce qu'on en fait. Hein. Vous pouvez faire des jeux très moches sur Unreal, vous pouvez faire des jeux très beaux sur Unity. Mais c'est vrai que d'un point de vue du rendu, on avait aussi envie d'exploiter les nouvelles technos qui étaient développées sur Unreal 5, puisque comme on était au début du cycle de production, on savait que le jeu sortirait dans 3-4 ans, un truc comme ça, et du coup on savait qu'on aurait le temps de tester ces nouvelles technos, et que quand le jeu sortirait, il pourrait être à l'avant-garde en niveau technique grâce à ces nouvelles technos-là. Donc c'est aussi un choix technique
en plus du fait qu'on voulait que nos artistes soient dans les meilleures dispositions possibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors la question c'est sur l'intelligence artificielle. Bon, moi là-dessus, je suis pas un expert, hein, je vais pas donner mon avis sur des choses que je connais pas extrêmement bien. Je pense que faut éviter les engouements habituels sur oui ça va faire disparaître tel métier, tel truc, etc. Je pense que voilà il y a des choses que seul l'humain peut faire correctement pour tout un tas de raisons, mais encore une fois je suis pas expert donc je vais pas rentrer dans les détails. Moi je pense que ça, en tout cas pour l'instant. Moi, dans ma vie pro, par exemple, ça a eu très peu d'impact. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour m'aider à coder. Des fois, c'est-à-dire une fois sur 10, c'est pertinent et c'est utile. Dès que c'est des problèmes en fait simples, mais quand c'est des problèmes simples, je peux chercher sur Internet. Ça revient à peu près au même. C'est une recherche Internet améliorée, quoi. Et par contre, dès que j'ai des problèmes spécifiques à mes besoins, aux besoins du jeu qu'on est en train de faire, au moteur qu'on utilise, dès que je rentre dans des choses compliquées, pour l'instant, en tout cas, l'IA, elle est complètement larguée. Donc moi, pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, dans ma vie pro, ça n'a eu aucun impact. Et je pense qu'il faudra du temps avant que ça ait vraiment un impact. Voilà, moi, je plains juste les artistes qui voient leur travail utilisé pour nourrir des IA. Voilà, je me mets à la place des artistes. Enfin, je trouve ça pas très agréable, quoi. Quand tu es un artiste, que ton travail soit utilisé à ce genre de fin, je pense que ça mériterait un petit peu de législation, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Donc là, la question, c'est quand j'étais à l'ESMA, comment ça s'est passé pour que je trouve mon stage à Midgard? Du coup, est-ce que c'était difficile, etc., etc. Donc, du coup, à l'ESMA, ce qui se passe, c'est qu'à partir le début de votre dernière année, donc là, on est en février, les étudiants vont commencer à chercher un stage, puisqu'ils doivent faire un stage de fin d'études. Effectivement, le jeu vidéo étant un milieu très concurrentiel, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance, il faut avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire se dire, OK, ben, quel poste je vise, quel job je veux faire, il faut faire son CV, il faut avoir ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire en fait soit un site internet, soit une présentation de ce sur quoi on a travaillé. Enfin voilà, il faut prévoir pas mal de choses, ça demande du temps et de l'investissement. Et moi, comment ça s'est passé? Ben, en fait, j'avais commencé à candidater dans pas mal de boîtes, parce que moi je ne connaissais pas Midgard avant de m'intéresser vraiment aux entreprises qu'il y avait en France. De toute façon, enfin, voilà, la boîte n'est pas encore très connue, c'est pour ça que ça me fait sourire quand les gens qui candidatent, ils me disent dans l'aide de motivation, oui, Midgard, j'aimerais trop y travailler, machin. Chaque fois, je leur dis, bon, attendez, je sais très bien qu'il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas la boîte jusqu'à aujourd'hui, donc pas la peine de faire semblant, c'est pas grave. Mais voilà, du coup, ouais, effectivement, je connaissais pas jusqu'à ce que je m'intéresse un peu aux boîtes françaises. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à candidater à partir de, je crois, février dans quelques boîtes que j'avais ciblées, qui m'intéressaient un peu. Donc, il y avait Midgard, il y avait des boîtes un peu plus grosses, un peu plus petites. Enfin, voilà, il y avait pas mal de trucs. Il y avait Arcane à Lyon, des boîtes comme ça. Et en fait, tous les 2 semaines, je crois, j'envoyais une candidature. Et je mettais à jour mon CV portfolio avec ce que j'avais fait entre-temps, si j'avais fait un truc entre-temps. Et j'envoyais des candidatures, machin. Et en fait, il y a un moment où Midgard a posté une offre pour un programmeur gameplay CDI. Et moi, j'ai répondu à cette offre un peu en candidature spontanée, en disant, bon, vous cherchez un CDI, mais moi, je veux bien faire un stage chez vous. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que sur mon portfolio, donc dans mes projets personnels, j'avais un projet qui a particulièrement intéressé l'un des programmeurs de Midgard, parce que c'était un sujet de programmation qu'il connaissait bien et qu'il trouvait intéressant. Et du coup, alors que je cherchais un stage et qu'eux, a priori, cherchaient plutôt un CDI, il allait voir mon boss, qui est aussi programmeur, et il lui a dit, bon, vas-y, ce profil-là, moi, je l'aime bien, enfin, j'aime bien son projet, j'ai envie de l'avoir en entretien, ne serait-ce que pour discuter sur ce projet-là, quoi. Donc, j'ai fait l'entretien s'est super bien passé. Je me suis très bien entendu avec eux, on a parlé longtemps, je crois que ça a duré ouais, une heure et demie, un truc comme ça, on a fait quasi que parler de code, enfin, moi, il faut pas me lancer, hein. Si je commence à parler de code, c'est fini, hein, on m'arrête plus. Et du coup, ouais, ça s'est super bien passé. Puis, comme mon boss, en plus, est un programmeur de très très haut niveau, ça m'a donné envie d'aller dans cette boîte parce que je me suis dit, bah, je vais être entouré par des gens qui sont très très bons et ça va être super intéressant, quoi. Donc, à la suite de cet entretien, ils m'ont rappelé genre 2 heures après pour me dire, bah, on te propose un stage, à partir de quand tu peux commencer, etc.
Et voilà en gros comment ça s'est passé pour moi. Donc c'est pour ça, c'est un mélange de, comme toujours, hein, de travail et d'un peu de réussite. C'est-à-dire faut bosser, il faut se donner les moyens. Et après, il y a aussi une part de subjectivité dans tout recrutement. Nous, on fait des recrutements en ce moment à Midgard, et des bons candidats, il y en a beaucoup. Ce qui va faire la différence, ça va être vraiment des choses qui sont assez subtiles, hein. Ça va être des gens avec qui l'entretien se passe super bien, parce que la personne elle est intéressante, parce que on sent qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe. Ça peut être un projet perso ou un projet d'école qu'on trouve super sympa. Ça peut être vraiment des détails comme ça en fait qui font la différence. Et du coup voilà, pour moi ça s'est passé comme ça. Et depuis, je suis resté à Midgard parce que je m'y plais beaucoup. Une très bonne ambiance de travail, ce qui est très important parce que dans le jeu vidéo, il peut y avoir des entreprises dans lesquelles c'est plus difficile. Et Midgard, pour le coup, nous, voilà, on est vraiment bien, on n'est pas à plaindre, aucune pression, que ce soit en termes d'emploi du temps, de délai, etc. On est vraiment sur un cadre de travail qui est très très bon, quoi. Donc c'est vraiment un truc très très agréable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas, hein. Allez, pour la route. Comme je connais pas, pareil, j'avais jamais entendu parler de ça, donc je connais pas du tout. Moi, à titre personnel, je pense que l- enfin, moi j'aime bien les jeux PC parce que j'aime bien les claviers et les souris. Genre, je trouve que c'est un bon moyen de jouer. Je sais pas, j'aime bien. Je sais pas, je suis à l'aise avec ça. Et je pense que le contrôleur, ça dépend vraiment du goût des gens. Je pense pas que la VR va jamais remplacer les manettes. Je pense que les contrôleurs s'ajoutent à chaque fois qu'il y a un nouveau contrôleur. Donc là, si vous me parlez d'un contrôleur un peu à la Kinect à l'époque, donc sans manette ni rien, je pense qu'il s'ajoutera au contrôleur précédent et que les gens qui aiment cette façon de jouer y joueront et que les anciens contrôleurs s'en porteront très bien. Enfin, je pense que ça marche pas forcément en remplacement à chaque fois de la technologie précédente. Il y a des technologies qui vivent bien ensemble. Et pour moi, les contrôleurs, c'est comme ça. Ouais. Alors là, la question qui m'est posée est une super bonne question. C'est sur les portfolios de programmeurs. Parce qu'effectivement, un portfolio d'artiste, je pense qu'on se le visualise facilement. Si vous voulez être character artiste, bah, vous mettez une photo d'un personnage que vous avez fait sur ArtStation, une mise en scène, machin, etc. Et puis c'est bon, quoi. J'ai fait le perso, on voit le perso, ciao. Pour les programmeurs, effectivement, c'est pas tout à fait comme ça. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. La manière qui est, je trouve, la moins sympa pour les recruteurs, c'est de leur envoyer juste du code. Bon, là, j'avoue que moi, souvent, je suis recruteur, les gens, donc souvent le code, il est stocké sur un truc qui s'appelle GitHub. C'est l'endroit où les programmeurs stockent leur code personnel. Et moi, quand je reçois le GitHub, du coup, donc le code personnel de quelqu'un, j'avoue que je souffle un peu parce que je vais pas aller lire 2500 lignes de code alors que j'ai d'autres candidats qui attendent, etc. Bon, une mise en forme est quand même appréciée. Et du coup, comment mettre en forme? Bah, moi, un format que j'aime beaucoup et qui était celui que j'avais fait pour mon portfolio et qui, enfin, je pense, c'est quand même le format dominant. La plupart des portfolios de programmeurs sont comme ça. Ça va être un site internet que vous avez fait ou pas, hein. C'est pas grave, ça peut être un site template qu'on trouve sur internet, sur lequel vous allez avoir les projets sur lesquels vous avez travaillé, avec des vidéos. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les explications de votre logique. C'est-à-dire, quand on recrute un programmeur junior, en tout cas, on cherche quelqu'un, encore une fois, qui a de la curiosité et qui aime résoudre des problèmes. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir la logique de la personne. Si par exemple, la personne a travaillé sur un jeu un peu à la Rocket League, où il y a une voiture qui peut taper dans un ballon, comment elle a approché la physique du ballon? Quelle a été sa solution? Est-ce qu'elle a utilisé le truc qui est en place dans le moteur? Si oui, comment? Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour chaque problématique, peut-être avoir un petit peu de texte qui explique, bon ben voilà, moi j'avais tel problème à résoudre, je m'y suis pris comme ça a plutôt bien marché, plutôt moins bien, etc. Et vous pouvez, sur un portfolio de programmeurs, mettre des prototypes, hein. Des prototypes ou des projets qui ne parleront qu'à des programmeurs. Moi, sur mon portfolio, enfin quand je mets là mon moteur maison, je pense qu'à part un programmeur, ça fait rêver personne, hein. Il voit trois sphères qui se battent en duel. Le mec qui n'est pas programmeur, il regarde ça, il dit, ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais donc, enfin voilà, je pense qu'il faut sur les portfolios de prog, il faut mettre des fois des projets qui sont des pures démonstrations techniques en fait. Vous avez un truc techniquement complexe que vous savez faire, bah, vous en faites une petite application par exemple, un petit exécutable, n'importe quoi. Et ce truc-là, vous faites une petite vidéo, un petit commentaire de comment vous avez fait.
et ça fait très très bien l'affaire. Ok, ben merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été clair et que j'ai pas parlé trop vite aussi. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.